Sénégal, le jour où tout a basculé. Imaginez, c'est l'aube sur les côtes de Dakar. Le soleil n'est pas encore levé. Le ciel porte encore cette couleur entre le violet et le gris. Cette heure fragile où la nuit hésite à partir. Sur la plage de Yoff, un homme avance pieds nus dans le sable humide. Il s'appelle Ibrahima. Il a 54 ans. Il est pêcheur comme son père, comme le père de son père. Ses mains racontent toute une vie, calleuse, craquelée, marquée par le sel et les cordes. Son pirogue est rouge et bleu, les couleurs sont écaillées par les années, mais elle tient encore. Elle a toujours tenu. Ibrahima pousse son embarcation vers l'eau sans y penser. C'est un geste automatique, gravé dans ses muscles depuis l'enfance. Il monte à bord, attrape sa pagaie et s'éloigne doucement du rivage. Le bruit de la ville s'efface. Il ne reste plus que le souffle de l'océan, le clapotis de l'eau contre la coque, et ce silence immense qui n'appartient qu'à la mer. Il ne le sait pas encore, il ne peut pas le savoir, mais sous ses pieds, à des centaines de mètres de profondeur, dans les entrailles sombres de cet océan qu'il connaît par cœur, quelque chose est en train de se réveiller. Des milliards de mètres cubes de gaz naturel emprisonnés depuis des millions d'années dans les roches sous-marines sont en train d'être libérés. Pas par la nature, par des hommes en casque, en combinaison technique installés sur des plateformes géantes qui flottent à la surface. Des structures aussi grandes que des immeubles, invisibles depuis la côte, mais bien réelles. Ce matin-là, les machines tournent à plein régime. À des milliers de kilomètres de là, dans un gratte-ciel de Londres, un homme en costume ajusté fixe un écran. Il s'appelle Richard. Il est directeur des opérations pour une major pétrolière internationale. Sur son écran, des courbes montent, des chiffres défilent. Le gaz remonte des profondeurs à la vitesse prévue. Les capteurs sont au vert. Il prend une gorgée de café, pose sa tasse et tape un message à son équipe. On est dans les clous. Excellent départ. Il ne pense pas à Ibrahima. Il ne connaît pas Ibrahima. Dans cette salle climatisée, à des milliers de kilomètres de l'Atlantique, le Sénégal n'est qu'une ligne sur un tableau Excel, une colonne de revenus, un pourcentage de royalties, un pays parmi d'autres dans un portefeuille d'investissement. Les contrats ont été signés il y a plusieurs années déjà, des accords complexes, négociés dans des langues que la plupart des Sénégalais ne parlent pas, dans des salles que la plupart des Sénégalais n'ont jamais vues. Des clauses, des annexes, des sous-clauses, des pourcentages qui partent à droite, des pourcentages qui restent à gauche. Et quelque part dans ces colonnes de chiffres, une part pour le Sénégal. Une part, pas la totalité. Une part, l'argent commence à circuler. En silence, efficacement, comme toujours. À quelques kilomètres de l'endroit où Ibrahima est parti pêcher, dans un quartier que les touristes ne visitent pas, une femme est en train d'allumer une bougie. Elle s'appelle Aïssatou, elle a 38 ans, elle est mère de 3 enfants. Son fils aîné, Moussa, a un examen demain matin, mathématiques niveau 3e. Il a besoin de réviser ce soir, mais l'électricité est coupée depuis 2 jours. Pas à cause d'une panne exceptionnelle, à cause d'une réalité ordinaire. Dans ce quartier, les coupures font partie du quotidien. On s'y adapte. On achète des bougies. On apprend à lire dans la pénombre. Moussa ouvre son cahier à la lueur de la flamme. Ses yeux pliés, il essaie de se concentrer. Dehors, on entend les voisins parler, une radio qui crépite, des enfants qui jouent encore dans la rue malgré l'heure tardive. C'est la vie du quartier. Une vie dense, bruyante, chaleureuse, mais une vie que la modernité semble avoir oubliée. Aïssatou regarde son fils. Elle pense à l'avenir. Elle a entendu parler du gaz, à la radio, à la télévision, dans les conversations. On dit que le Sénégal va devenir riche. On dit que tout va changer. Elle attend, elle espère. Mais ce soir, la bougie suffit à peine à éclairer la page de Moussa. Même pays, même nuit. 2 réalités.
À Dakar, dans le quartier des Almadies, c'est une autre atmosphère. Les grues s'élèvent vers le ciel. Des immeubles modernes poussent comme des champignons après la pluie. Des hôtels 5 étoiles. Des résidences de luxe avec vue sur l'océan. Des restaurants branchés où l'on sert des cocktails à des prix que la majorité des Sénégalais ne pourraient pas s'imaginer débourser. Des voitures neuves dans les rues, des enseignes lumineuses, des centres commerciaux climatisés. La ville se transforme, c'est indéniable. Il y a une énergie, une effervescence. Des hommes d'affaires venus du monde entier débarquent à l'aéroport Blaise Diagne avec leurs valises et leurs projets. Dakar est sur la carte. Dakar brille. Mais Dakar, ce n'est pas tout le Sénégal. À Ziguinchor, dans le sud, les routes restent défoncées. À Tambacounda, à l'est, l'accès à l'eau potable demeure un luxe pour certains villages. Dans le Fouta, des familles entières vivent encore de l'agriculture de subsistance, à la merci des pluies et des saisons. Ces régions regardent Dakar briller de loin, très loin, comme on regarde les étoiles. Avec admiration peut-être, mais surtout avec cette question sourde, lancinante, qui ne trouve pas de réponse. Et nous, dans tout ça, Ibrahima est maintenant au large. Le soleil commence à percer à l'horizon, orange et violent. Il jette son filet, il attend, il a fait ça toute sa vie. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Les poissons se font plus rares par endroits. Les zones de pêche traditionnelles sont parfois perturbées par les activités offshore. D'autres bateaux, des bateaux industriels, immenses, étrangers, sillonnent les mêmes eaux. La concurrence n'est pas loyale. Elle ne l'a jamais été. Ibrahima ne se plaint pas. Ce n'est pas son genre. Il tire sur ses cordes, récupère son filet, regarde ce qu'il a pris. Pas grand-chose ce matin. Moins qu'avant. Il repart vers le rivage silencieux pensif. Sur la plage, sa femme l'attend avec du café chaud dans un thermos abîmé. Elle lui sourit, il lui sourit. C'est leur rituel depuis 30 ans. La richesse d'Ibrahima, elle est là, dans ce sourire, dans ce café, dans cette vie simple construite avec ses mains et son courage. Mais cette richesse-là ne figure sur aucun rapport de la Banque mondiale. Elle ne fait pas monter les cours du gaz à la bourse de Londres. Et pourtant, c'est peut-être la seule richesse qui compte vraiment. Pendant ce temps, dans les couloirs du gouvernement à Dakar, des technocrates en costume étudient les projections. Les revenus gaziers devraient commencer à affluer de manière significative dans les prochaines années. Les chiffres sont prometteurs. Les discours officiels sont optimistes. On parle de fonds souverains, de réinvestissement, de développement inclusif. Les mots sont beaux, les intentions semblent sincères, du moins pour certains, mais entre les intentions et la réalité, il y a toujours ce gouffre invisible, ce gouffre dans lequel tant de pays africains, riches en ressources, sont tombés avant le Sénégal. Le Nigeria, avec son pétrole, la République démocratique du Congo, avec ses minerais, l'Angola, avec ses diamants et son or noir, des pays assis sur des fortunes colossales,